certaines choses ne sont pas normales. Par là, je veux dire que si vous sortez dans le monde et commencez à mesurer des choses comme la taille humaine, le QI ou la taille des pommes sur un arbre, vous verrez que pour chacune de ces choses, la plupart des données se regroupent autour d'une valeur moyenne. C'est si courant que nous l'appelons la distribution normale. Mais certaines choses dans la vie ne sont pas comme ça. La nature montre des lois de puissance partout. Ça paraît étrange. Est-ce que la nature s'ajuste elle-même à la criticité ? Si vous évaluez l'ampleur d'une guerre mondiale par son nombre de morts, vous verrez qu'elle suit une loi de puissance. Le résultat variera en taille sur 10 millions, 100 millions. Les événements majeurs sont bien plus probables qu'avec une distribution normale et fausseront totalement la moyenne. Le système que vous observez n'a pas d'échelle physique intrinsèque. Il est vraiment difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. Plus vous mesurez, plus la moyenne est grande, ce qui est vraiment étrange. Ça semble impossible. Il est très important d'essayer de comprendre à quel jeu vous jouez et quels seront les gains à long terme. À la fin des années 1800, l'ingénieur italien Vilfredo Pareto a découvert quelque chose d'inédit. En fait, il soupçonnait qu'il pouvait y avoir un schéma caché dans la façon dont les gens gagnent de l'argent. Il a réuni les dossiers d'impôts sur le revenu d'Italie, d'Angleterre, de France et d'autres pays européens, puis tracé la distribution des revenus pour chacun. Dans chaque pays qu'il a étudié, il a vu le même schéma, un schéma qui reste valable dans la plupart des pays encore aujourd'hui. Et ce n'est pas une distribution normale. Pour une distribution normale, comme la taille, la moyenne est claire et les valeurs extrêmes sont très rares. Vous ne trouverez jamais quelqu'un mesurant 5 fois la taille moyenne, c'est physiquement impossible. Les distributions de revenus de Pareto différaient. Voici la courbe pour l'Angleterre. Elle indique combien de personnes gagnent plus qu'un certain revenu. La courbe chute d'abord fortement. La plupart des gens gagnent relativement peu. Mais ensuite, la courbe décroît progressivement, beaucoup plus lentement qu'une distribution normale ne le ferait. Et elle s'étend sur plusieurs ordres de grandeur. Il y avait des personnes qui gagnaient 5 fois, 10 fois, voire 100 fois plus que d'autres. Un tel écart ne se produirait tout simplement pas si les revenus étaient répartis normalement. Alors, pour réduire cet énorme écart de données, Pareto a pris tous les pourcentages de valeur et les a tracés à la place. En d'autres termes, il a utilisé un graphique log-log. Et quand il a fait cela, la courbe large s'est transformée en une ligne droite. Le gradient était d'environ moins 1,5. Cela signifie qu'à chaque fois que vous doublez le revenu, par exemple de 200 livres à 400 livres, le nombre de personnes gagnant au moins ce montant diminue d'un facteur de 2 à la puissance 1,5, ce qui fait environ 2,8. Ce schéma se confirme à chaque doublement de revenus. Pareto a ainsi décrit la répartition des revenus par une seule équation simple. Le nombre de personnes qui gagnent un revenu supérieur ou égal à x est proportionnel à 1 sur x à la puissance 1,5. Pareto a constaté cela pour l'Angleterre, mais il a aussi analysé des données d'Italie, de France, de Prusse et d'autres pays. Et il a constaté la même chose encore et encore. À chaque fois, les données se transformaient en une ligne droite et les pentes étaient remarquablement similaires. Cela signifiait que Pareto pouvait décrire la distribution des revenus dans chaque pays avec la même équation. 1 sur le revenu, à une puissance correspondant à la valeur absolue de la pente du graphique logarithmique. On appelle ce type de relation une loi de puissance. Passer des distributions normales aux lois de puissance change radicalement les choses. Alors, pour illustrer cela, faisons un tour au casino pour jouer à 3 jeux différents. À la table numéro 1, vous avez droit à 100 lancers de pièces. Chaque fois que vous lancez la pièce et qu'elle tombe sur face, vous gagnez $1. Donc la question est, combien seriez-vous prêt à payer pour jouer à ce jeu ? Nous devons d'abord calculer vos gains potentiels dans ce jeu, puis payer moins que cette valeur. La probabilité d'obtenir face est d'1 sur 2, multipliée par $1, puis par 100 lancés. Le gain attendu étant de $50, vous devriez donc accepter de payer moins pour jouer à ce jeu. Bien sûr, vous ne gagnerez peut-être pas à chaque fois, mais si vous jouez à ce jeu des centaines de fois, les petites variations de part et d'autre de la moyenne vont s'annuler et vous pouvez vous attendre à réaliser un bénéfice. Abraham de Moivre fut l'un des premiers à étudier ce problème au début des années 1700. Il a montré que si vous tracez la probabilité de chaque résultat, vous obtenez une courbe en forme de cloche qui a ensuite été appelée la distribution normale. Les distributions normales. L'explication traditionnelle est que lorsqu'il y a beaucoup d'effets aléatoires qui s'additionnent, c'est là que l'on s'attend à obtenir des normales. Ma taille dépend de nombreux facteurs aléatoires, comme la nutrition, la génétique de mes parents et d'autres éléments.
Mais si ces effets aléatoires sont additifs, c'est ce qui tend à conduire à des normales. À la table numéro 2, il y a un jeu un peu différent. Vous avez toujours 100 lancers de pièces, mais cette fois, au lieu de potentiellement gagner $1 à chaque lancer, vos gains sont multipliés par un certain facteur. Vous débutez avec $1. Et puis, chaque fois que vous obtenez face, vous multipliez vos gains par 1,1. Si, au contraire, la pièce tombe sur pile, vous multipliez vos gains par 0,9. Et après 100 lancers, vous repartez avec le total. C'est le dollar de départ multiplié par 1,1 puis 0,9. Alors combien devriez-vous payer pour jouer à ce jeu? À chaque lancer, votre gain peut monter ou baisser, chaque résultat étant aussi probable à chaque fois. Le facteur attendu à chaque tour est 1,1 plus 0,9 divisé par 2, soit 1. Si vous commencez avec $1, votre gain attendu est d'$1. Cela veut dire que vous devriez être prêt à payer n'importe quel montant inférieur à $1 pour jouer à ce jeu, non? En regardant la répartition des gains, vous voyez que vous pourriez gagner gros. Obtenir 100 fois face vous ferait gagner 1,1 puissance 100, soit près de $14 000. La probabilité que cela arrive est d'environ 1 sur 10 à la puissance 30, soit bien moins que gagner 3 fois de suite à la loterie. Le gain médian est d'environ 61 centimes. Si vous ne jouez qu'une fois et souhaitez une chance sur 2 de gagner, vous devriez payer moins de 61 centimes. Cependant, dans tous les cas, si vous jouiez à ce jeu des centaines de fois, votre gain moyen serait d'$1. Maintenant, regardez ce qui se passe si nous passons l'axe des x d'une échelle linéaire à une échelle logarithmique. Eh bien, vous voyez alors que la courbe se transforme en une distribution normale. C'est pourquoi ce type de distribution est appelé une distribution log normale. Quand les effets aléatoires s'accumulent. Si j'ai une certaine richesse et que ma richesse augmente d'un certain pourcentage l'année prochaine grâce à mes investissements, et puis l'année suivante, elle change encore selon un autre facteur aléatoire. Au lieu d'ajouter, je multiplie d'année en année. Le logarithme d'un grand produit de nombres aléatoires équivaut à la somme de leurs logarithmes. Donc ce qui était un produit de nombres aléatoires devient alors une somme de logarithmes de nombres aléatoires. Et c'est ce qui mène à cette soi-disant distribution log normale. Et les distributions log normales produisent de grandes inégalités. Vous ne voyez pas seulement une moyenne, vous voyez une moyenne avec une longue traîne. Dans ce cas, il y a bien plus de chances que surviennent de très grands événements ou une richesse énorme que ce que prévoit une distribution normale. La raison pour laquelle cette courbe est si asymétrique, c'est parce que le côté négatif est limité à 0. Ainsi, vous risquez au plus $1, tandis que le gain potentiel peut atteindre près de $14 000. Maintenant, passons à la troisième table. Encore une fois, vous allez lancer une pièce, mais cette fois, vous commencez avec $1 et le gain double à chaque fois que vous lancez la pièce. Et vous continuez à lancer jusqu'à obtenir face, puis la partie se termine. Si vous obtenez face au premier lancer, vous gagnez $2. Si vous faites pile puis face, vous gagnez $4. Si vous faites 2 piles puis 1 face au troisième lancer, vous gagnez $8, etc. Attendre le énième lancer pour obtenir face vous ferait gagner 2 puissance n $. Alors combien devriez-vous payer pour jouer à ce jeu? Eh bien, comme dans notre exemple précédent, nous devons calculer la valeur attendue. Donc, supposons que vous obteniez face dès votre premier essai. Le gain est de $2 et la probabilité de ce résultat est d'une chance sur 2. La valeur attendue de ce lancer est d'$1. Si 2 lancers sont nécessaires pour obtenir face, le gain est de $4 et la probabilité est d'1/4. Encore une fois, la valeur attendue est d'$. Il faut aussi envisager que vous ayez face au troisième essai. Dans ce cas, le gain est de $8 et la probabilité que cela arrive est d'1 sur 8. Donc encore une fois, la valeur attendue est d'1$. Et nous devons continuer à répéter ce calcul pour toutes les issues possibles. Nous devons continuer à ajouter $1 pour chacune des différentes options. Par exemple, lancer la pièce 10 ou 100 fois avant d'obtenir face. Je sais que c'est presque improbable, mais le gain est tellement énorme que la valeur attendue de ce résultat reste d'1$. Donc cela augmente toujours la valeur attendue de l'ensemble du jeu. Cela signifie que, théoriquement, la valeur attendue totale de ce jeu est infinie. Ceci est connu sous le nom de paradoxe de Saint-Pétersbourg. Si vous regardez la distribution des gains, vous pouvez voir qu'elle n'a pas de limite. Elle s'étend sur tous les ordres de grandeur. Vous pourriez gagner 1000, 100 000, voire 1 million de dollars ou plus. Gagner $1 million est peu probable, mais pas impossible. Il y a une chance sur 1 million. En mettant les deux axes en échelle logarithmique, vous obtenez une droite avec un gradient de -1.
Le gain du paradoxe de Saint-Pétersbourg suit une loi de puissance. La loi de puissance ici indique que la probabilité d'un gain x est x puissance moins 1, soit 1 sur x. Dans les jeux précédents, avec une distribution normale ou log normal, on peut mesurer sa largeur ou son écart type. Dans une distribution normale, 95% des données sont à moins de 2 écarts, type de la moyenne 1. Mais avec une loi de puissance comme dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg, il n'y a pas de largeur mesurable. L'écart type est infini. Les lois de puissance sont donc fondamentalement différentes et possèdent des propriétés très étranges. Imaginez que vous preniez un tas d'échantillons aléatoires, puis que vous en fassiez la moyenne, puis que vous preniez d'autres échantillons aléatoires et que vous en fassiez la moyenne. Vous constaterez que la moyenne continue d'augmenter, elle ne converge pas. Plus vous mesurez, plus la moyenne est grande, ce qui est vraiment étrange. Cela semble impossible, mais c'est parce qu'elle présente une queue de distribution très importante. Cela signifie que la probabilité d'événements vraiment énormes est tellement significative que si vous continuez à mesurer de temps en temps, vous allez finir par mesurer l'une de ces valeurs extrêmes, et elles vont complètement fausser la moyenne. C'est un peu comme dire, vous savez, si vous êtes dans une pièce avec Bill Gates ou Elon Musk, la richesse moyenne dans cette pièce, vous savez, va être de 100 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Parce que la moyenne est dominée par une seule valeur extrême. Pourquoi obtient-on une loi de puissance avec la configuration simple de Saint-Pétersbourg? En observant le gain x, on constate qu'il croît exponentiellement à chaque lancer. X équivaut à 2 puissance n. Cependant, la probabilité d'obtenir un face en lançant la pièce autant de fois diminue exponentiellement. La probabilité de lancer une pièce n fois est divisée par 2 puissance n. Mais ce qui nous importe, c'est le gain, pas le nombre de lancers. Maintenant que x vaut 2 puissance n, on peut remplacer 2 puissance n par x dans l'équation de probabilité. Ainsi, la probabilité d'un gain de x dollars est 1 sur x, soit x puissance moins 1. Combinés, les exponentielles forment une loi de puissance. Et c'est quelque chose de très courant dans la nature. Très souvent, lorsque nous voyons des lois de puissance, il y a deux exponentielles sous-jacentes qui interagissent pour former une loi de puissance. Par exemple, les tremblements de terre. Si vous regardez les données sur les tremblements de terre, vous constatez que les petits sont très courants, mais que les tremblements de terre de magnitude croissante deviennent exponentiellement plus rares. Mais la destruction causée par les tremblements de terre n'est pas proportionnelle à leur magnitude, elle est proportionnelle à l'énergie qu'ils libèrent. À mesure que les séismes gagnent en magnitude, l'énergie augmente exponentiellement. La fréquence des séismes d'une certaine magnitude décroît exponentiellement, tandis que l'énergie libérée augmente exponentiellement avec la magnitude. En combinant ces deux exponentielles pour éliminer la magnitude, vous obtenez une loi de puissance. Mais les lois de puissance révèlent aussi un aspect plus profond de la structure d'un système. Pour voir cela en action, revenons au troisième jeu de pièces dans le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Vous pouvez représenter tous les résultats sous forme d'arbres, chaque branche ayant pour longueur sa probabilité. On commence par une ligne de longueur 1, puis une moitié pour 2 branches, un quart pour 4 autres, etc. En zoomant, la même structure se répète à des échelles toujours plus petites. C'est auto-similaire comme un fractal et ce n'est pas un hasard. On retrouve ce motif fractal dans les nervures des feuilles, les réseaux de rivières, les vaisseaux sanguins des poumons, même dans la foudre. Dans tous ces cas, le motif s'exprime par une loi de puissance, intrinsèquement liée au fractal. Les lois de puissance révèlent un aspect fondamental de la structure d'un système. Alors j'ai un aimant et une vis, et vous remarquerez que si je les rapproche, la vis est attirée par l'aimant. C'est parce qu'il contient beaucoup de fer, un matériau ferromagnétique. Regardez ce qui se produit si je le chauffe. J'essaie de... Oh, vous voyez ça? Ah, c'est parti, ça y est. Vous voyez, vous le chauffez, et soudain, il devient non magnétique. Pour comprendre ce qui s'est passé, zoomons sur cet aimant. Dans un aimant, chaque atome possède un moment magnétique, agissant comme un mini-aimant ou une boussole. Si le moment d'un atome pointe vers le haut, ses voisins s'alignent généralement, car cela diminue l'énergie potentielle du système. Ainsi, à basse température, de grands domaines se forment avec tous les moments alignés. Et lorsque beaucoup de ces domaines s'alignent également, leur champ magnétique individuel se renforce pour créer un champ global autour de l'aimant. Mais si vous chauffez l'aimant, les atomes vibrent fortement. Les moments basculent vers le haut et vers le bas, et ainsi l'alignement peut se désorganiser. Et lorsque tous les moments s'annulent,
Il n'y a alors plus de champ magnétique net. Avec le bon équipement, vous pouvez équilibrer tout matériau magnétique précisément au point de transition entre magnétique et non magnétique. C'est le point critique qui survient à une température précise appelée température de Curie. J'ai demandé à Casper et à l'équipe de créer une simulation pour montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'aimant à ce point critique. Chaque pixel montre le moment magnétique d'un atome. Le rouge indique vers le haut, le bleu vers le bas. Maintenant, lorsque la température est basse, on obtient ces grands domaines où les moments magnétiques sont tous alignés et on obtient un champ magnétique global. Mais si la température augmente vraiment, tous ces moments basculent vers le haut et le bas, s'annulent et l'aimant perd son magnétisme. C'est ce qui s'est produit lors de notre démonstration. Mais si on règle la température précisément à cette température de Curie, alors le motif devient bien plus intéressant. Ça ressemble à une carte. Comme une carte? Oui, on dirait presque la Méditerranée ou quelque chose comme ça. C'est presque stable. Comme des atomes qui pointent dans une direction ont tendance à rester orientés ainsi pendant un certain temps, mais il y a clairement aussi des fluctuations. Donc, les domaines apparaissent et disparaissent constamment. Il y a à la fois des éléments de stabilité et une certaine persistance dans le temps, certaines caractéristiques qui restent constantes, mais ce n'est pas non plus figé. Non? Parce que tu remarques des changements au fil du temps. En zoomant, tu vois que les mêmes motifs se répètent à toutes les échelles. Tu as des domaines de dizaines d'atomes, de centaines, de milliers, voire de millions. Il n'y a tout simplement aucune compétence inhérente au système. C'est-à-dire que c'est sans échelle, c'est exactement comme un fractal. Et si tu traces la taille, la distribution des domaines, tu obtiens une loi de puissance. La géométrie sous-jacente révèle soudainement un caractère fractal qu'elle n'a pas de part et d'autre de la transition de phase. À la transition de phase, tu observes un comportement fractal selon une loi de puissance. Chaque fois que tu trouves une loi de puissance, cela montre que le système n'a pas d'échelle intrinsèque. Et c'est la signature d'un système dans un état critique, ce qui en fait a d'énormes conséquences. Normalement, sous la température de Curie, dans un aimant, chaque atome n'influence que ses voisins. Si le moment magnétique d'un atome se retourne vers le haut, cela signifie que ses voisins sont aussi légèrement plus susceptibles de pointer vers le haut. Mais cette influence est locale, elle s'estompe au bout de quelques atomes seulement. À l'approche de sa température critique, l'aimant voit ses influences locales s'enchaîner. Un spin pousse son voisin, ce voisin pousse le suivant, et ainsi de suite, comme une rumeur qui se répand dans une foule. Et le résultat, c'est que la portée effective de l'influence ne cesse de s'étendre, et juste au point critique, elle devient pratiquement infinie. Un retournement d'un côté peut se répercuter dans tout le matériau, donc vous avez ces petites causes, juste un seul retournement qui résonne dans tout le système. Et cela atteint exactement ce point où le système est au maximum de son instabilité. Tout peut arriver, c'est aussi le moment le plus intéressant. Cela signifie que le système est le plus imprévisible, le plus incertain. Il est vraiment difficile de savoir ce qui va se passer ensuite. Et cela semble être une procédure naturelle qui se produit dans de nombreux systèmes différents dans le monde. Un de ces systèmes est celui des incendies de forêt. En juin 1988, un éclair a provoqué un incendie près du parc national de Yellowstone. Ce n'était rien d'inhabituel. Chaque année, Yellowstone subit des milliers d'impacts de foudre. La plupart ne provoquent pas d'incendie, et ceux qui en provoquent brûlent seulement quelques arbres ou hectares avant de s'éteindre tout seuls. Les 3/4 des incendies brûlent moins d'un quart d'acre. L'incendie le plus important du parc a eu lieu en 1931. Celui-ci a ravagé 18 000 acres, une superficie légèrement supérieure à celle de Manhattan. Mais l'incendie de 1988 était différent. L'étincelle s'est d'abord propagée lentement, couvrant des milliers d'acres. Puis au cours des 2 mois suivants, il s'est combiné avec d'autres petits incendies pour créer un immense complexe de méga-feux qui a ravagé 1,4 million d'acres de terre. C'est à peu près la taille de l'État du Delaware. C'est 70 fois plus grand que le précédent record et 50 fois la superficie de tous les incendies des 15 années précédentes réunies. Qu'est-ce qui rendait les incendies de 1988 si particuliers? Pour le savoir, nous avons créé un simulateur d'incendie de forêt. Nous avons une grille de carrés et sur chaque carré, soit un arbre peut s'y trouver, il peut pousser, soit il peut ne pas y être. Il va y avoir une certaine probabilité de foudre, donc vous savez, plus la probabilité est élevée, plus nous aurons d'incendies. Nous pouvons le lancer. Donc les arbres poussent,
Les arbres poussent. La forêt se remplit. Super, ça devient assez dense. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Je m'attends à voir quelques incendies. Probablement, tu le sais maintenant. Oh, pas mal. C'était un bon petit feu. Ouah. Ouah. Pas possible. Oh, c'est dingue. Tu n'as pas modifié les paramètres, hein? C'est juste que... Pas encore, non? Ça semble déjà être une situation très critique en soi. Je dis ça à cause de l'ampleur de cet incendie. Ce type de système s'ajuste naturellement vers la criticité comme on commence à le voir. En ce moment, nous observons des domaines de taille très variés. Une façon de voir les choses est que si certains de ces domaines deviennent trop grands, cela peut avoir des conséquences importantes. Vous obtenez ainsi un feu unique, parfaitement programmé. Ils les brûlent tous. Elles vont se répandre partout et tout brûler un peu. Mais si c'est trop intense, il n'y a plus d'arbres à certains endroits. Et donc ça va repousser à nouveau pour ramener tout ça à cet état critique. Je vois bien comment c'est un mécanisme de rétroaction, non? Le feu élimine tous les arbres et il ne reste plus rien à brûler. Et ensuite, il faut que ça repousse à nouveau. Ouais, mais s'il n'y a pas eu de feu, alors la forêt devient trop dense et elle est prête pour ce genre d'incendie massif. Pour un aimant, il faut l'ajuster précisément au point critique, mais la forêt le fait spontanément. Ce phénomène s'appelle la criticalité auto-organisée. Oui, et si tu laisses faire, tu obtiens à nouveau une distribution en loi de puissance. Donc ici, c'est log-log, donc ça devrait être une ligne droite. Ce genre de choses semble tellement aléatoire et imprévisible. Et c'est le cas d'une certaine manière, et pourtant ça suit un schéma. Il y a un schéma mathématique cohérent derrière tous ces types de catastrophes. C'est choquant. Y a-t-il un aspect fractal de cela? Principalement en termes, je suppose, des domaines des arbres, lorsque vous êtes dans cet état critique. Donc, vous obtenez des zones très denses, vous obtenez des zones non denses. Ainsi, un seul éclair peut provoquer des incendies de toute taille. La plupart du temps, il s'agit de petits incendies touchant 10 arbres ou moins. Plus rarement, il s'agit d'incendies de moins de 100 arbres. Et puis, de temps en temps, il y a ces incendies gigantesques qui se propagent à travers tout le système. Maintenant, vous pourriez vous attendre à ce que, puisque l'incendie est si important, il doive y avoir un événement significatif qui l'a provoqué. Mais ce n'est pas le cas, car chaque incendie a la même cause. C'est un seul éclair. La seule différence, c'est l'endroit où il frappe et la composition exacte de la forêt à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière très réelle, les grands incendies ne sont rien d'autre que des versions amplifiées des petits. Et pire, ils sont inévitables. Nous avons appris que dans les systèmes critiques, aucun événement spécifique ne déclenche les incendies massifs. Rien de particulier à propos de l'incendie de Yellowstone. En 1935, le service forestier des États-Unis a instauré la politique des 10 heures du matin. Le plan consistait à maîtriser chaque incendie avant 10 heures du matin le lendemain de son signalement initial. Cette stratégie paraissait logique au premier abord. Je veux dire, si vous gardez tous les incendies sous contrôle strict, alors aucun ne pourra jamais devenir incontrôlable. Mais il s'avère que cette stratégie est extrêmement risquée. Alors, disons que nous allons réduire la probabilité de la foudre. Donc c'est très faible, seulement une chance sur 1 million en ce moment. Et nous allons aussi augmenter un peu, vous savez, la croissance des arbres. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? J'imagine qu'on va avoir de gros incendies, genre beaucoup de périodes sans feu, puis quelques énormes incendies. Ouais. Oui. Oh, mec. Aujourd'hui, les pompiers ont une approche différente. Ils admettent que certains feux sont nécessaires pour limiter les méga-feux. Ils laissent brûler la plupart des petits feux et n'interviennent qu'en cas de nécessité. Dans certains cas, ils créent même intentionnellement de petits feux pour brûler une partie de l'accumulation. Cependant, il pourrait falloir des années pour que la forêt retrouve son état naturel après un siècle de suppression des incendies. Mais il n'y a pas que les forêts de la Terre qui sont en équilibre dans cet état critique. La croûte terrestre bouge quotidiennement. Les plaques tectoniques accumulent lentement des tensions en se frottant. Souvent, seules quelques roches s'effritent et le sol ne bouge que de quelques fractions de millimètres. Cependant, ces tensions disparaissent lors de nombreux séismes imperceptibles. De minuscules séismes se produisent actuellement sous vos pieds, mais ils sont trop faibles pour être ressentis. Ce sont bien des séismes causés par de petits glissements dans la croûte terrestre. Mais parfois, ces mouvements aléatoires peuvent déclencher une puissante réaction en chaîne.
À Kobe, le matin du 17 janvier 1995, tout paraissait ordinaire. C'était une ville paisible. Bien que le Japon connaisse les séismes, Kobe n'avait jamais subi de tremblement de terre majeur. Depuis des siècles, des générations ont grandi en croyant que le sol sous leurs pieds était stable. Mais ce matin-là, sous terre, une pression s'est déclenchée près de la faille de Nojima. La pression s'est transmise d'une section de la faille à l'autre. En quelques secondes, la rupture s'est propagée en cascade sur 40 km de croûte terrestre, déplaçant le sol jusqu'à 2 mètres et libérant une énergie équivalente à celle de nombreuses bombes atomiques. Le séisme a détruit des milliers de maisons et la majorité des routes et voies ferrées principales vers la ville. Il a tué plus de 6000 personnes et forcé 300 000 à fuir leur domicile. Jusqu'où cela ira dépend beaucoup du hasard et de l'organisation de tout ce champ de contraintes dans la croûte terrestre. Et il semble simplement que ce soit organisé de telle manière qu'il est souvent possible pour le séisme de se propager comme une avalanche sur une longue distance et de produire un très grand séisme inhabituel. Mais si vous examinez le processus derrière ce séisme, c'est le même processus physique. Le processus de génération des séismes produit naturellement des événements couvrant une large gamme d'échelles, ce qui n'est pas une façon de penser habituelle pour nous. Nous avons cette croyance profondément ancrée que nous pouvons utiliser le passé pour prédire l'avenir. Mais pour les séismes ou systèmes critiques, cette hypothèse peut être catastrophique car ils sont notoirement imprévisibles. Alors, comment peut-on même commencer à modéliser un phénomène comme le comportement des séismes? En 1987, le physicien danois Per Bak et ses collègues ont proposé une expérience de pensée simple. Prenez un grain de sable et laissez-le tomber sur une grille. Puis continuez à laisser tomber des grains dessus jusqu'à ce qu'à un certain moment, le tas de sable devienne si raide que les grains dévalent sur différentes cases. Ce qu'ils ont observé, c'était la taille de ce qu'ils appelaient des avalanches, ces réorganisations du nombre de grains de sable. Ils se sont demandé à quelle fréquence surviennent des avalanches de cette taille. C'est la version la plus simple d'un simulateur de tas de sable que l'on puisse presque imaginer. Nous déposerons d'abord un grain de sable au centre, puis cela continuera à monter. Pour un grain, ça ira. Pour 2 grains, ça ira. 3 grains, ça ira. Mais c'est sur le point de basculer. Et puis, quand on atteint 4 grains ou plus, tout va simplement s'effondrer. On dirait un truc qui pulse, comme si quelque chose essayait de s'échapper ou un truc comme ça. Très jeu vidéo. Ça avait l'air vraiment fou et c'est symétrique. Oui, il y a de belles formes géométriques. Donc, ça pourrait être intéressant parce que là, on a mis en pause à un moment où celle du milieu va partir. Tu regardes autour et tu vois. Tu peux essentiellement considérer ces piles brunes ou ces 3 grandes piles de grains comme étant au maximum de leur instabilité. Elles sont sur le point de s'effondrer. Et donc, vous pouvez les considérer comme ces doigts d'instabilité. Si quelque chose les touche, tout le système, ils vont simplement s'effondrer. Je le vois se propager. C'est cool de le voir au ralenti. J'ai l'impression qu'on peut voir plusieurs ondes se propager en même temps. Certaines personnes ayant supposé que la croûte terrestre devient parsemée de doigts d'instabilité similaires où des contraintes s'accumulent. Quand une roche s'effondre, cela peut se propager le long de ses points et déclencher de puissants tremblements de terre. Les données montrent des preuves encore plus solides reliant la simulation du tas de sable au tremblement de terre. Disons que, au lieu de le laisser tomber au centre, ce qui n'est pas très réaliste, je vais le laisser tomber au hasard. C'est fou. On peut vraiment voir qu'il s'ajuste lui-même à l'état critique. Au début, on ne voit que ces toutes petites avalanches. Ouais, et maintenant, c'est tout. Il doit s'accumuler. On peut ralentir un peu. Oh, c'est une loi de puissance très propre. Il y a des événements de toute taille. Un grain de sable peut en faire tomber seulement quelques autres, ou il peut déclencher une avalanche de millions de grains qui se répandent dans tout le système. La loi de puissance issue de la simulation du tas de sable ressemble beaucoup à celle de l'énergie libérée lors de vrais tremblements de terre. L'expérience du tas de sable, si on l'observe de près, ne rappelle pas seulement les tremblements de terre. À quoi pensez-vous? Un feu de forêt. N'est-ce pas? On dirait que c'est exactement le même comportement. C'est vraiment surprenant. Cet article sur un tas de sable a été publié dans la meilleure revue scientifique car il a réalisé ce que l'on pensait impossible.
Ce qui est ironique, c'est que si vous regardez de vrais tas de sable, ils ne se comportent pas comme ça. D'accord, t'as dit, je vais faire une expérience sur un vrai tas de sable. Et bien sûr, il ne suit pas du tout une distribution en loi de puissance des avalanches. C'est complètement faux. Père Bach a naturellement l'occasion de répondre à la critique. Et il dit, je cite à peu près, il affirme que la criticalité auto-organisée ne concerne que les systèmes auxquels elle s'applique. Donc, il s'en fiche. Le fait que sa théorie ne soit pas pertinente pour de vrais tas de sable. Et alors, laisse-moi tranquille. Il s'intéresse à des choses bien plus importantes que des tas de sable. Tu me prends trop au pied de la lettre. Je parle d'un mécanisme général pour produire des lois de puissance. Et le fait que ça ne fonctionne pas dans du vrai sable ne l'intéresse pas. Je pensais que ça demandait quand même pas mal de courage. On peut penser à la Terre, et à la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est un système très complexe. Vous avez le noyau en fusion qui bouillonne, puis les océans et la Lune autour de la Terre. En théorie, tout cela devrait influencer le mouvement précis de la Terre autour du Soleil. Mais Newton a ignoré tout cela. Tout ce qu'il a pris en compte, c'était un seul paramètre, essentiellement la masse de la Terre. Ainsi, il pouvait généralement prédire le mouvement de la Terre autour du Soleil. De la même manière, ici, il y a des personnes qui ont étudié ces phénomènes qui atteignent l'état critique. Dans ce cas, il s'agit de la criticalité auto-organisée parce que le système s'y amène de lui-même. Et ce qu'il constate, c'est qu'il existe ce comportement universel où il n'importe même pas vraiment quels sont les sous-éléments, on obtient simplement un comportement qui est exactement le même. À ce point critique, lorsque toutes les forces sont en équilibre et que le système se trouve exactement sur cette frontière délicate entre être très organisé ou totalement désorganisé. Il s'avère que presque aucun des détails physiques de ce système n'a d'importance sur la façon dont il se comporte. Il y a simplement un comportement universel, quel que soit le système physique dont on parle. Le terme utilisé est l'universalité, et c'est en quelque sorte un miracle. Cela signifie que vous pouvez élaborer des théories extrêmement puissantes sans impliquer de détails techniques ni de véritables détails sur le matériau. Cela signifie que vous pouvez avoir ces systèmes qui, en apparence, semblent totalement différents. Mais lorsque vous atteignez le point critique, ils se comportent tous exactement de la même manière. L'autre chose que vous pourriez faire, c'est qu'au lieu que ce soit des arbres, vous pourriez imaginer que ce sont des personnes. Et la chose qui se propage, c'est la maladie. C'est de la maladie, ouais. À ces points critiques, on a presque l'impression d'obtenir quelque chose pour rien. Vous voyez, beaucoup de ces systèmes appartiennent à ce qu'on appelle des classes d'universalité. Certains doivent être ajustés, comme les aimants à la température de Curie ou l'eau et le dioxyde de carbone à leur point critique. Mais d'autres systèmes semblent s'organiser eux-mêmes vers la criticité, comme les feux de forêt, les tas de sable ou les tremblements de terre. Mais ce qui est fou, c'est que si vous parvenez à comprendre un seul système d'une catégorie, alors vous savez comment tous les systèmes de cette catégorie se comportent. Et cela inclut même les modèles les plus rudimentaires et les plus simples, comme les simulations que nous avons examinées. Vous pouvez donc modéliser des systèmes incroyablement complexes à l'aide des modèles les plus basiques. Certains estiment que cette réflexion critique va encore plus loin. Lorsque nous regardons autour de nous, il existe de nombreux systèmes qui présentent le même comportement de loi de puissance que nous voyons dans ces systèmes critiques. On le retrouve partout, du séquençage de l'ADN à la répartition des espèces dans un écosystème, jusqu'à l'ampleur des extinctions massives dans l'histoire. Nous voyons même le même comportement dans les systèmes humains, comme la population des villes, les fluctuations des prix des actions, les citations d'articles scientifiques et même le nombre de morts dans les guerres. Donc, certaines personnes soutiennent que ces systèmes, et peut-être de nombreuses parties de notre monde, s'organisent aussi d'eux-mêmes jusqu'à ce point critique. Toutes ces catastrophes naturelles, comme les inondations, incendies de forêt et tremblements de terre, suivent ce schéma. Les distributions selon la loi de puissance signifient que ces événements extrêmes sont beaucoup plus courants qu'on ne le penserait en se basant sur une distribution normale. Et si vous vous trouvez dans une situation ou un environnement qui est en quelque sorte régi par une loi de puissance, comment devriez-vous adapter votre comportement? Si vous avez des événements avec l'une de ces distributions en palette, ce que vous voyez la plupart du temps, ce sont de petits événements. Cela peut vous donner un faux sentiment de sécurité et vous faire croire que vous comprenez la situation. Les inondations, par exemple, il y a beaucoup de petites inondations, et puis de temps en temps, il y en a une énorme. Une des réponses à cela, c'est l'assurance.
Cette assurance est précisément conçue pour vous protéger contre les événements rares et importants qui seraient autrement très graves. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire que vous êtes la compagnie d'assurance qui doit assurer les gens. Et ils ont un travail particulièrement difficile, car ils doivent être capables de déterminer combien facturer afin d'avoir assez d'argent pour payer lorsque le gros problème survient. En 2018, un incendie de forêt a ravagé Paradise, en Californie. Ce fut l'incendie le plus meurtrier et le plus destructeur de l'histoire de l'État. Mais l'assurance Merced Property and Casualty n'avait rien prévu d'aussi énorme. Quand les demandes d'indemnisation sont arrivées, ils n'avaient pas les réserves pour payer. L'entreprise a donc fait faillite. Mais alors que des événements extrêmes peuvent paralyser certaines entreprises, il existe des industries entières qui sont construites sur des distributions de lois de puissance. Entre 1985 et 2014, la société de capital investissement Horsley Bridge a investi dans 7000 startups différentes et plus de la moitié de leurs investissements ont en réalité perdu de l'argent. Les 6% les plus performants ont été multipliés par 10 et ont généré 60% du bénéfice total. En réalité, les meilleures sociétés de capital risque ont souvent davantage d'investissements non rentables. Elles ont simplement quelques exceptions incroyables qui affichent une croissance extraordinaire, quelques exceptions qui portent toute la performance. En 2012, Y Combinator a calculé que 75% de leur rendement provenait de seulement 2 des 280 startups dans lesquelles ils avaient investi. Le capital risque repose sur la prise de risque, dans l'espoir d'obtenir quelques-uns de ces cas extrêmes qui surpassent tous les autres investissements réunis. Les éditeurs de livres opèrent de façon similaire, la majorité des titres échouent. En 1997, le petit éditeur britannique indépendant Bloomsbury a tenté sa chance avec l'histoire d'un jeune sorcier. Le nom du garçon, bien sûr, était Harry Potter et maintenant Bloomsbury est une marque reconnue dans le monde entier. Un schéma similaire se répète sur les plateformes de streaming. Sur Netflix, 6% des émissions les plus populaires totalisent plus de la moitié du temps de visionnage. Sur YouTube, moins de 4% des vidéos atteignent 10 000 vues, mais elles comptent plus de 93% des vues totales. Tous ces domaines suivent le même principe que Pareto a identifié il y a plus de 100 ans, où la majorité de la richesse va aux quelques plus riches. Tout le jeu est défini par les rares succès fulgurants. Mais toutes les industries ne peuvent pas jouer à ce jeu. Par exemple, si vous tenez un restaurant, vous devez remplir les tables soir après soir. Vous ne pouvez pas avoir une seule soirée d'été particulièrement animée qui attire des millions de clients pour compenser une série de soirées calmes. Au fil de l'année, soirées animées et calmes s'équilibrent, ne laissant que la moyenne. Les compagnies aériennes sont similaires et la compagnie doit remplir les sièges de chaque vol. Vous ne pouvez pas entasser 1 million de passagers dans un seul avion. C'est donc le nombre moyen de passagers sur l'année qui définit le succès d'une compagnie aérienne. Nous sommes habitués à vivre dans ce monde de distribution normale et vous agissez d'une certaine manière. Dès que vous entrez dans ce domaine régi par la loi de puissance, vous devez agir tout autrement. Il est essentiel de savoir dans quel monde ou jeu vous évoluez. C'est bien, c'est bien. Oui, tu devrais venir devant la caméra et dire ça, exactement comme ça. Tu viens de le faire. Dans un monde où les variations additives aléatoires s'annulent avec le temps, tu obtiens une distribution normale. Ici, c'est la performance moyenne, donc la régularité, qui compte. Cependant, si tu vis dans un monde où la loi de la puissance permet à tes rendements de croître fortement, il peut être logique de prendre des paris plus risqués, espérant qu'un seul rapporte beaucoup. En d'autres termes, il devient plus important d'être persévérant que d'être régulier. Cependant, comme nous l'avons vu dans le deuxième jeu de pièces, des rendements multiplicatifs totalement aléatoires donnent une distribution log normale, pas une loi de puissance. Un autre mécanisme était nécessaire pour obtenir une loi de puissance. Au début des années 2000, Albert Laszlo Barabasi a découvert, en étudiant Internet, qu'il n'existait aucune page web avec un nombre moyen de liens. Au lieu de cela, la distribution suivait une loi de puissance. Quelques sites, comme Yahoo, avaient des milliers de fois plus de connexions que la plupart des autres. Barabasi s'est interrogé sur l'origine de cette loi de puissance sur Internet. Il a donc prédit que plus de nouveaux sites rejoignaient Internet, plus ils tendaient à se lier à des pages populaires. Pour vérifier cette prédiction, lui et Reka Albert ont effectué une simulation. Ils ont commencé avec un réseau composé de seulement quelques nœuds, et progressivement, ils ont ajouté de nouveaux nœuds au réseau, chaque nouveau nœud étant plus susceptible de se connecter à ceux qui avaient le plus de liens. En grandissant, le réseau a révélé une loi de puissance d'environ -2, correspondant presque aux données réelles d'Internet.
Regardez ça. C'est drôle. C'est toujours aussi satisfaisant. Cela va aussi essentiellement distribuer une loi de puissance. Ici, l'idée est que cela peut concerner des individus ou des entreprises. Et donc, si vous avez plus de chances de devenir plus prospère ou plus connu, plus vous l'êtes déjà, vous allez obtenir ce genre d'effet, boule de neige, où quelques-uns finissent par dominer les distributions. Je me demande si la leçon n'est pas que jouer à un jeu dominé par une loi de puissance. Alors, il vaut mieux faire le travail autant que possible et le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier de l'effet boule de neige. Essentiellement, Oui, c'est sans doute une bonne idée, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le contrôler. Les êtres humains aiment penser que nous sommes un peu spéciaux. Et que peut-être, d'une certaine manière, parce que nous sommes intelligents et que nous avons le libre arbitre, nous allons échapper à la portée des lois de la physique en ce qui concerne l'ordre et l'organisation. Mais je pense que ce n'est probablement pas le cas. Donc, si vous regardez le nombre de guerres mondiales et si vous faites une mesure grossière de l'ampleur d'une guerre mondiale, en fonction du nombre de personnes qu'elle tue, ce qui est un peu macabre, mais tout de même, on constate à nouveau que cela suit une loi de puissance pratiquement identique à celle que l'on trouve dans les cracks boursiers. Si le monde est régi par des lois de puissance, on a alors l'impression d'être sur le point, d'être dans ce genre d'état critique où deux grains de sable identiques, deux actions identiques, peuvent avoir des effets complètement différents. Peu de choses comptent vraiment. Seuls quelques événements rares dominent tout le reste. C'est, je crois, la leçon la plus importante. En choisissant des domaines soumis à la distribution normale, vous obtenez généralement des résultats moyens. Mais dans des activités dominées par les lois de puissance, le but n'est pas d'éviter le risque, c'est de faire des paris intelligents et répétés. La majorité échouera, mais un seul grand succès compense tous les échecs. En réalité, tu ne peux pas prévoir à l'avance quel pari sera gagnant, car le système est imprévisible. Il se peut que ton prochain pari ne donne rien, qu'il ait un petit effet ou qu'il change complètement ta vie. Il y a 3 ans, je lisais ce petit livre. Et dans le livre, il y avait cette petite phrase qui disait quelque chose comme « Une idée pourrait transformer toute ta vie ». Donc juste en dessous, j'ai écrit « Envoyer un mail à Veritasium ». Quelques jours après, j'ai écrit à Derek « Salut, je suis Casper, étudiant en physique. Je peux t'aider pour tes recherches de vidéos. » Je n'ai pas eu de nouvelles pendant 4 semaines, alors je commençais à être assez triste et je voulais juste oublier tout ça et passer à autre chose. Mais quelques jours après, j'ai reçu un mail qui disait « Salut Casper, on ne peut pas te proposer de stage pour l'instant. Que penses-tu de faire des recherches, d'écrire et de réaliser une vidéo en freelance? » Je l'ai donc fait, et c'est ainsi que j'ai commencé chez Veritasium.